Bonjour à tous, dans cette vidéo, dans le cadre d'un projet étudiant, nous allons parler de la dyspraxie, ou TDC. La dyspraxie ou TDC est un trouble du neurodéveloppement pas assez connu. On va voir la définition, les symptômes, les causes, les implications, le diagnostic ou encore les aménagements. Qu'est-ce que la dyspraxie? La dyspraxie, également connue sous le nom de trouble du développement et de la coordination, abrégé TDC, est définie comme un trouble du neurodéveloppement qui affecte la capacité d'une personne à effectuer des mouvements complexes dans un but précis. Les symptômes de la dyspraxie ou TDC comprennent maladresse, lenteur et imprécision des mouvements. Souvent, ces symptômes se manifestent dans le trouble de l'écriture, généralement associé à la dyspraxie, la dysgraphie. Selon le docteur Alice Gomez, on dit souvent que la dysgraphie est le signe d'appel qui va amener au diagnostic du TDC ou dyspraxie. In fine, toutes ces difficultés vont se répercuter dans la vie professionnelle, scolaire, extrascolaire et sociale des personnes affectées. On en reparlera plus tard dans cette vidéo. D'abord, la dyspraxie, le socle commun, c'est quand même une lenteur ou une imprécision des gestes, de la coordination des gestes. Ce qui est détecté assez tôt aussi, c'est les praxies, qui sont des gestes d'acquisition explicite, par exemple d'utilisation d'outils, donc l'utilisation des couverts, l'habillage. Dans le cadre de ces recherches, Laure Pisella s'intéresse aux troubles visuospatiaux au sein de la dyspraxie. Ainsi, nous nous sommes interrogés quelle était la place respective de ces troubles dans le TDC. Et puis il y a le tableau visuospatial qui, lui, est assez mal détecté et qui est un petit peu plus complexe, parce que c'est un trouble de la localisation et de l'orientation. Et ça peut concerner la copie le graphisme. Ça peut concerner l'apprentissage de la lecture avec la reconnaissance des lettres, des sauts de mots ou de lignes lors de la lecture. Ça peut concerner les mathématiques avec la copie de figures géométriques et le dénombrement d'un certain nombre d'éléments qu'on fait aussi à la maternelle pour apprendre le sens du nombre. Et puis une certaine gêne visuelle lorsque les pages sont très chargées, par exemple. Donc on voit que c'est vraiment un tableau qui est à l'interface entre les différents troubles du neurodéveloppement tels qu'ils sont définis par le DSM. Par ailleurs, il existe un lien entre la perception de soi et la dyspraxie. Pour comprendre ce lien, nous avons fait appel à Alice Gomez, enseignante-chercheuse spécialiste du trouble de la coordination motrice. De manière générale, il y a un certain nombre de théories qui existent dans le fonctionnement cognitif normal, du lien très très fort qui existe entre percevoir et bouger, puisque pour pouvoir finalement accéder à une information visuelle, bien souvent le sujet il va générer une action de prise d'information, ne serait-ce que bouger par exemple ses yeux, donc faire des saccades oculaires, et donc à ce moment-là il y a une prise d'information qui est liée à la motricité. Dans la dyspraxie plus particulièrement, pendant longtemps en fait, la prise d'information visuelle, elle a été identifiée notamment dans les difficultés visio-spatiales. Donc c'est des enfants, quand on leur propose des tests neuropsychologiques qui nécessitent par exemple d'orienter des formes, donc peut-être les tests des cubes dans la Weiss, c'est quelque chose qui est bien connu. On doit reproduire des patterns visio-spatiaux avec des cubes. On voyait bien qu'il y avait des difficultés chez ces enfants qui ont du mal à s'orienter dans une feuille, à s'organiser au niveau du regard. C'est des enfants qui, bien souvent, ne vont pas avoir un regard qui anticipe la zone qui va être utile pour l'action qu'ils veulent conduire. Donc par exemple, quand ils doivent marcher, ils vont avoir des saccades oculaires qui sont portés vraiment plus proches dans l'espace que ce qui est nécessaire pour pouvoir anticiper le mouvement qu'ils veulent conduire. Donc on a vraiment une prise d'information pour agir qui est différente de celle qu'on peut observer chez les sujets neurotypiques, mais c'est vraiment un champ de recherche qui est en évolution. Pour produire un geste, une action, on a besoin non seulement de se représenter le geste, mais de savoir quelles sont les parties du corps qui vont devoir être bougées, comment, à quel moment, et de pouvoir faire des dissociations segmentaires qui sont très très fines pour arriver à correctement coordonner ces gestes. À partir de cette observation, cette représentation du corps, on se dit comment on peut faire pour l'évaluer, puisqu'elle se construit, et ça on le sait depuis un certain nombre d'années dans notre cerveau, aussi bien
en prenant de l'information sensorielle et en l'intégrant, que ce soit de l'information visuelle, kinesthésique, proprioceptive, auditive aussi. Donc toutes les entrées sensorielles sont mobilisées et intégrées dans notre cerveau pour construire une représentation unifiée de notre corps. Nous, on va s'intéresser dans ce papier plus particulièrement à la représentation sensorielle et motrice du corps qui se situe dans l'aire sensorielle motrice, dans l'aire sensorielle et dans l'aire motrice. Donc notamment avec le monculus de Penfield qui représente chacune des parties du corps de manière différente. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va solliciter en fait les capacités à bouger de manière spécifique une partie du corps chez l'enfant. Donc on va lui indiquer un mouvement de son corps qu'il doit réaliser, un mouvement qui est très simple, donc qui ne nécessite pas, en tout cas pour ces enfants qui sont capables de réaliser des mouvements simples, qui n'est pas très complexe pour eux, ils vont devoir juste bouger, lever le doigt. Ce qu'on évalue, ce n'est pas la qualité du mouvement, mais simplement est-ce que la partie du corps qui est indiquée est levée correctement. Donc, quand on leur demande d'effectuer ce mouvement, ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, s'ils doivent bouger l'index, ils vont être capables de bouger l'index, ils le bougent correctement, mais ils vont avoir ce qu'on appelle des mouvements parasites, c'est-à-dire qu'ils vont bouger d'autres doigts qui sont proches du doigt qui est indiqué et qu'ils cherchent à lever. Ça, nous, on l'interprète comme peut-être étant une indication qu'au niveau de leur représentation motrice, purement motrice du geste, il y a un recouvrement qui est plus important dans les aires qui définissent le mouvement de l'index. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ça, c'est lié à des difficultés à percevoir aussi leur représentation du corps. Donc on est allé faire une tâche qui est à peu près similaire, notamment sur la main, de perception de chacune des parties de leur corps. Donc là, dans la tâche, on va simplement, donc ils ont les yeux qui sont bandés, ils ne peuvent pas voir leurs mains. On va stimuler un des doigts et on va leur demander d'identifier quel est le doigt qui a été stimulé. Ça permet d'évaluer la précision qu'ils vont avoir au niveau de leur représentation sensorielle des différentes parties de leur corps. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a effectivement chez ces enfants un plus grand flou, on va dire, dans l'identification de la partie du corps qui est touchée, ici, donc leur perception tactile. Donc quand on leur pointe l'index, il va y avoir effectivement des erreurs de localisation de la partie du corps qui a été touchée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une corrélation en fait entre cette imprécision sensorielle et les syncynésies, donc les mouvements associés qu'on perçoit dans la motricité. Donc, on suggère avec ce résultat-là, c'est que probablement leur représentation du corps, qu'elle soit sensorielle ou motrice, est altérée et que ça risque de générer des difficultés pour eux pour effectuer des mouvements parce que finalement, si on reprend l'exemple de la motricité de la main, s'ils ne savent pas bien identifier leur index, il y a une espèce de flou, c'est un peu comme s'ils portaient des grosses moufles pour essayer d'attraper un stylo et donc ça les met probablement en difficulté pour coordonner leurs gestes. Qu'en est-il des causes de la dyspraxie ? Les causes exactes de la dyspraxie ne sont pas complètement comprises, mais des facteurs génétiques et environnementaux semblent jouer un rôle. Des études ont montré des variations génétiques chez les personnes atteintes de dyspraxie. Il existe également des liens avec d'autres troubles neurodéveloppementaux, tels que le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Également, comme les autres troubles neurodéveloppementaux, la prématurité à la naissance est le facteur de risque le plus important. Selon le degré de sévérité des symptômes, les implications de la dyspraxie ou TDC peuvent être importantes et affecter divers aspects de la vie d'une personne, y compris dans son autonomie, sa confiance en soi et ses performances académiques ou professionnelles. Par exemple, il peut y avoir une exclusion sociale liée à des contextes sportifs, notamment des sports collectifs ou des contextes artistiques et manuels. Selon le docteur Laure Pizella, le fait que le geste n'est pas tout à fait automatisé chez ces enfants va être au cœur des implications sur la confiance en soi. Ce défaut d'automatisation, c'est un trouble assez léger, c'est un trouble assez discret et c'est un peu pernicieux aussi parce que lorsque on a ce défaut d'automatisation de l'écriture, il y a des moments où on va avoir suffisamment de ressources cognitives et d'attention, et on ne va pas être fatigué et du coup l'enfant va y arriver. Mais, et du coup, l'enseignant va dire, bah, tu vois, quand tu veux, tu y arrives, c'est possible. Et alors qu'en fait, ça a été énormément d'efforts pour cet enfant. Et donc les enseignants et l'entourage ne se rendent pas compte de l'effort que ça peut demander.
C'est vrai que les enfants se rendent vite compte qu'ils sont en décalage avec les autres, hein, quand ils mettent beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts pour recopier des choses au tableau. Ils voient bien qu'ils sont toujours un petit peu à la traîne pour finir les exercices. Et c'est une sensation qui peut les exclure petit à petit du système scolaire. Si en plus il n'y a pas de compréhension de ce phénomène dans la famille et à l'école, ça rajoute encore ce phénomène d'exclusion et cette démotivation. Pour poser le diagnostic, il est important de connaître la notion de DSM-5. Donc en fait, le DSM-5, ça correspond à une classification des troubles mentaux qui est largement reconnue et utilisée pour diagnostiquer une variété de troubles, y compris les troubles du neurodéveloppement, ce qui nous intéresse, tels que la dyspraxie ou TDC. D'après ce même DSM-5, pour diagnostiquer la dyspraxie, il faut observer une altération significative des compétences motrices par rapport à un niveau standard attendu à l'âge précis de la personne, qui interfère de manière persistante dans les activités quotidiennes. De plus, cette altération ne doit pas être explicable par d'autres conditions médicales, telles que l'infirmité motrice cérébrale ou un handicap intellectuel. Dans le cadre du diagnostic, généralement, les praticiens utilisent des outils standardisés comme le MABC2 pour Movement Assessment Battery for Children, 2e édition, pour évaluer la coordination motrice. Le MABC2 permet de mesurer et de quantifier les déficiences motrices afin de soutenir le diagnostic clinique. Par exemple, l'enfant doit empiler des blocs en suivant un modèle spécifique, lancer une balle pour atteindre une cible définie, ou encore marcher en suivant une ligne droite au sol. Pouvons-nous en savoir davantage sur le diagnostic de la dyspraxie ? C'est un trouble qui, dans le DSM-5, se caractérise par des difficultés dans l'acquisition de coordination motrice, donc une difficulté à coordonner ses gestes et à apprendre de nouveaux gestes. Pour poser un diagnostic de dyspraxie, on va avoir des critères positifs et des critères d'exclusion. Les critères positifs, c'est effectivement avoir des observations objectives d'un retard dans l'acquisition de jalons de coordination motrice par rapport à sa tranche d'âge. Et il faut que ces troubles de la coordination motrice, que ce soit sur la motricité fine, la motricité globale, la capacité à interagir avec des objets en mouvement, se répercutent dans les activités de la vie quotidienne. Les critères d'exclusion, c'est ne pas pouvoir expliquer ces symptômes-là par un retard de développement global, donc un déficit intellectuel. Si jamais il y a effectivement un déficit intellectuel chez l'enfant, il faut que le retard qui est observé dans le domaine moteur soit significativement plus important que dans les autres domaines. Donc, le deuxième élément d'exclusion, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de déficit purement sensoriel qui soit objectivé. Donc pas de difficulté à percevoir au niveau sensoriel avec des lésions du tronc cérébral par exemple qui pourraient expliquer les déficits ou de la prise d'informations visuelle par exemple. Face à la grande hétérogénéité dans le trouble de la coordination motrice, est-il nécessaire de créer des sous-classifications ? Il y a déjà un très très fort recouvrement, c'est-à-dire qu'un seul enfant, quand on va essayer de diagnostiquer un enfant, on se rend compte que bien souvent, on est obligé de lui donner plusieurs étiquettes en même temps, puisqu'il répond à plusieurs critères en parallèle. Donc il y a probablement quelque chose qui est pas correct, qui ne reflète pas complètement la réalité des mécanismes qui sont en jeu dans l'apparition de ces difficultés. En tout cas, notre catégorisation, elle reste probablement imparfaite. Néanmoins, elle peut avoir un intérêt pour essayer de répondre aux besoins des enfants, notamment en contexte scolaire, mais aussi du point de vue médical. Du point de vue de la classification, le fait de générer des classifications supplémentaires, le risque, c'est que les personnes qui reçoivent le diagnostic et qui ont connaissance du diagnostic pour accompagner l'enfant aient des difficultés finalement à bien comprendre quel est le sens de cette difficulté et à accompagner au mieux l'enfant. Donc il faut vraiment que le fait de sous-typer entre catégorie visuelle, catégorie motrice sévère, catégorie mixte visuelle et motrice, qui sont souvent les sous-types qui ressortent dans le cadre de la dyspraxie, ça a un impact sur la prise en charge qu'on leur propose et qu'on ait évalué que l'efficacité est différentielle entre ces catégories. Autrement dit, je sais que quand j'ai un diagnostic de
troubles visuels au sein de la dyspraxie, peut-être qu'il y a une prise en charge spécifique qui marche pour eux. À l'heure actuelle, on n'est pas à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui permettent de montrer des prises en charge spécifiques par sous-type. Donc, le fait de créer des catégories supplémentaires, ça risque plutôt de générer une confusion supplémentaire, notamment auprès des familles, qui du coup doivent s'orienter dans la diversité des appellations, des symptômes, mais aussi des enseignants qui parfois reçoivent des terminologies qu'ils ne comprennent pas bien. Et bien souvent, ça va être plus intéressant de faire référence à des besoins cognitifs qui, eux, sont communs qu'à des catégories diagnostiques bien distinguées. Aujourd'hui, les accompagnements mis en place dans le cadre du TDC visent à développer des stratégies compensatoires et améliorer certaines compétences motrices. Cela se passe par le biais de thérapies spécialisées, telles que l'ergothérapie, ou auprès de psychomotriciens ou psychomotriciennes. Souvent, un soutien éducatif est également mis en place dans un cadre scolaire ou professionnel. Ces aménagements peuvent comprendre l'usage d'un tiers-temps ou la mise en place d'un ordinateur pour contrer certaines difficultés liées à l'écrit, comme la dysgraphie. Mais alors l'ordinateur peut-il être utilisé comme accompagnement? Et la numérisation croissante de l'école est-elle une bonne chose vis-à-vis du TDC et de la dysgraphie? Alors c'est une vaste question, il y a un rapport qui vient d'être rendu sur l'usage des écrans. Alors c'est vrai que quand on se situe dans le cadre des recherches sur le trouble de la coordination motrice, on va avoir peut-être une approche qui est justement un peu différenciée de ce qu'on pourrait répondre pour des élèves ordinaires. Parce que justement, dans l'approche préventive dont je parlais tout à l'heure, ça va être très important de continuer à favoriser au maximum chez les enfants le fait d'utiliser un papier, un crayon finalement pour écrire et de passer sur un usage où il y a une interaction physique avec l'environnement qui est un petit peu plus complexe que se limiter à toucher des boutons, qui est un petit peu ce qui peut arriver quand on est en tout numérique. Donc je pense que pour la majorité, il faut essayer d'être attentif à ne pas basculer en tout numérique. Et il y a un certain nombre d'études qui montrent l'importance de continuer à écrire à la main, de continuer aussi à lire des livres physiques, papier pour la compréhension. Donc il y a des impacts là-dessus sur la qualité de la compréhension, sur la qualité des productions qui sont faites par rapport au numérique. Maintenant, il faut avoir l'ouverture d'esprit, quand on est enseignant aussi, de se dire que quand réellement il y a un trouble, il y a une impossibilité de passer par l'usage de l'écriture. Et donc à ce moment-là, c'est absolument nécessaire que ces enfants dyspraxiques ils puissent avoir un ordinateur en classe pour faire comme les autres, par exemple de la grammaire, par exemple du raisonnement spatial, etc. Mais en ayant un outil qui est différent et qui leur permet de contourner leurs difficultés pratiques. Pensez-vous qu'il y a un manque de connaissances sur la dyspraxie? Et est-ce que ce trouble 10 est bien représenté au sein de la société? Par rapport à des troubles du neurodéveloppement qui ont maintenant un historique de recherche et une très bonne diffusion au sein de la société, comme la dyslexie, aussi de plus en plus le trouble du spectre de l'autisme et d'autres troubles du neurodéveloppement, c'est vrai que la dyspraxie, qui est un trouble qui a des répercussions sur la vie quotidienne, qui est quand même très très handicapant, ça reste quelque chose qui est mal connu. Moi j'enseigne aux enseignants, quand on leur parle de troubles du développement, de troubles 10, ils connaissent la dyslexie, par contre ils ne savent pas forcément à quoi ça fait référence la dyspraxie. Et bien souvent, le mot 10, il est intéressant parce qu'il permet de faire prendre conscience qu'il y a des particularités cognitives chez les enfants qui va être nécessaire de prendre en compte. Mais il peut être générateur de flou, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un enfant qui a une étiquette 10, on va avoir tendance, les enseignants ils peuvent avoir tendance à se dire « Ah il va avoir des difficultés à lire ». Alors qu'en fait, ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir des enfants dyspraxiques qui sont hyper bons en lecture, qui n'ont aucune difficulté de compréhension, mais qui vont avoir des difficultés, par exemple, dans le passage à l'écrit. Enfin, quels progrès et améliorations attendez-vous de manière réaliste? Un des enjeux, c'est effectivement de faire en sorte, notamment dans notre école, que tout le monde se sente concerné en fait, par les difficultés des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, pas uniquement les enseignants qui ont un élève dyspraxique qui a reçu un diagnostic, parce que bien souvent, malheureusement, ces enfants ils reçoivent un diagnostic assez tardivement, aussi parce qu'il y a une méconnaissance des professionnels de santé parfois. Et donc, il est possible qu'un certain nombre d'enseignants soient au quotidien amenés à scolariser des enfants qui n'ont pas de diagnostic formel
de dyspraxie, mais qui présentent tous les symptômes et donc qui soient en capacité de proposer un enseignement qui est accessible à tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés ou forces cognitives. Donc c'est vraiment, je pense, un des enjeux principaux, c'est de comprendre qu'il va falloir adapter son enseignement à la diversité des profils cognitifs, que ce soit dans l'enseignement primaire, secondaire, et aussi maintenant à l'université, puisque les enfants qui étaient dyspraxiques il y a quelques années en arrière, comme ils sont particulièrement intelligents en dehors de leurs difficultés motrices, ils arrivent à l'université et il va être important d'adapter pour eux comment je fais pour me repérer dans les locaux, parce que j'ai des problèmes pour m'orienter spatialement, comment je fais pour prendre des notes, qu'est-ce qui est mis en jeu pour moi, pour m'aider à réussir aussi mon cursus à l'université. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur la dyspraxie. On espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté un peu plus de connaissances sur le sujet. On remercie les chercheurs pour avoir participé à cette vidéo et également ICAP à Lyon 1 pour nous avoir prêté du matériel pour le tournage.